avec un sujet très concernant. Je vais peut-être vous poser la question, mais peut-être que vous avez déjà la réponse. Quel est le sujet numéro 1, la principale, je dirais, préoccupation des Français selon vous? L'insécurité physique et culturelle. Pareil, l'insécurité ou la sécurité. Général, j'avais noté l'insécurité physique et culturelle. Mais ils ont eu les titres avant. Ils ont eu peut-être les titres avant, en tous les cas, oui. Ça, on a triché. Oui, vous avez triché, c'est pas bien. Mais oui, c'est la sécurité selon le dernier baromètre Odossa publié par Public Sénat hier. Et c'est la première préoccupation. Tiens donc, juste avant les élections municipales. Vous voyez ce que je veux, où je veux vous orienter? On va en parler juste après. On va voir le sujet d'Anaïs Baucher et on ouvre le débat juste après. C'est un sujet particulièrement important aux yeux des Français. La sécurité et la lutte contre la délinquance. Elles sont au cœur des attentes de 51% de la population pour les élections municipales de 2026. Dans les autres enjeux proposés, même les plus concernants comme l'activité économique de la ville, la propreté ou l'éducation arrivent loin derrière. Parmi cette proportion de Français, la majorité sans surprise se revendique à droite de l'échiquier politique. 69% des sympathisants du RN, 68% de la droite modérée. C'est moitié moins pour les électeurs de gauche, qui ne représentent que 30% du groupe. Dans cette population, les citadins sont légèrement surreprésentés. 56% contre 41% d'habitants qui habitent dans des communes rurales. Si l'intérêt pour la sécurité ne concerne que 28% des 18-24 ans, il augmente de manière exponentielle à mesure que les Français vieillissent. 48% des 35-49 ans se sentent concernés par ce sujet. C'est le cas de 64% des 65 ans et plus. Un message clair pour les futurs candidats municipaux. À quelques mois des élections, pas question de faire l'impasse dans les programmes sur l'enjeu de la sécurité. Et j'en profite pour saluer Amine Elbaï qui va être à l'amende. Bonjour cher Thierry. Bonjour Amine Elbaï. Je posais la question à nos invités qui était donc le sujet de préoccupation numéro 1 pour les Français juste avant les élections municipales. Et oui, évidemment, sans aucune surprise, c'est la sécurité, ma chère Sabrina Medjamer. Oui, en effet. Et vous savez, vous avez un organisme qui s'appelle Numbeo qui classe les pays en fonction du lien qu'ils entretiennent avec leur société de voisinage, leurs identités et leurs institutions. Et savez-vous que la France est le pays le plus, entre guillemets, insécurisé sur tous les plans, c'est-à-dire identitaire, culturel, économique, physique, de toute l'Europe. Nous avons le taux d'homicidité pour 100 000 habitants le plus élevé d'Europe. La France fait partie des pays les plus dangereux en Europe. Vous regardez les chiffres du ministère de l'Intérieur, vous avez une explosion de plus de 59% de tentatives d'homicide et d'homicide. Ça ne s'est pas vu depuis un siècle, entre 2017 et 2024. Donc les chiffres sont alarmants, les chiffres sont au rouge. Donc il est évident que le citoyen a cette perception de l'insécurité, non pas parce qu'il baigne dans un milieu médiatique et qu'il regarde trop CNews. Il y a une insécurité que vous percevez au quotidien pour vos enfants, vos petits-enfants et vous-même. Donc évidemment que avoir peur d'aller chercher le pain ou envoyer son enfant chercher le pain, avoir peur de prendre les transports en commun. On peut parler notamment de la part des étrangers dans la surreprésentation des violences sexuelles dans les transports. Vous abordiez le sujet des discothèques hier. Ça fait partie également des craintes, des peurs des femmes aujourd'hui qui sont beaucoup plus vulnérables que les hommes en termes évidemment de posture physique. Vous ajoutez à cela la peur d'enseigner, puisque vous avez des sondages qui montrent très clairement qu'aujourd'hui, certains profs s'auto-bâillonnent, voire s'auto-congédient de peur d'enseigner certains pans de l'histoire. Vous avez la peur du policier aujourd'hui qui n'ose plus entrer dans un quartier. Vous avez la peur du pompier, c'est-à-dire de l'autorité, des représentants de l'autorité qui font souche avec le lien collectif. Donc vous avez tout un agrégat comme ça d'opérateurs, de personnes ou de dépositaires de l'ordre public qui aujourd'hui se sentent en insécurité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les sondages qui le montrent. Gérard Bertrand Cavalier, ça nous dit beaucoup de l'état de la France aujourd'hui, l'état de santé de la France au sens large. On a évoqué avec Sabrina tous les pans de notre société qui sont touchés. Ce que disait le Premier ministre Lionel Jospin en 1999, la sécurité est un droit, l'insécurité est une inégalité sociale. C'est-à-dire qu'il faut bien reconsidérer la fonction sécuritaire comme une fonction sociale fondamentale qui justifie l'existence même de l'État. Or, force est de constater que la dégradation est constante depuis 40 ans. J'ai été sur le terrain pendant 36 ans. Je suis de très près encore les questions de sécuritaire. Je suis en contact notamment avec les gendarmes et policiers. La situation est de plus en plus préoccupante. Il vous faut remonter les informations, évidemment. Bon, et ce qui est intéressant... Oui, mais il y a des faits majeurs que rapporte l'actualité. Mais il y a un quotidien d'insécurité maintenant pour les gendarmes et les policiers. C'est-à-dire que la seule fonction de contrôle sur le terrain devient problématique.
Et très souvent, elle est conflictuelle. Il y a des oppositions, il y a des menaces. Donc, on a évoqué également hier le problème des pompiers, mais quand les pompiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont dotés maintenant de gilets pare-balles, je crois qu'enfin, il faut sortir d'idéologie négative et inhibitrice et dire les choses et que l'on se réveille dans ce pays. Donc il y a une formidable attente. Simplement, le politique n'y a pas répondu pendant plusieurs décennies. Et ça, c'est une véritable question. Le politique et les élites de ce pays. Sabrina, vous vouliez réagir ? Simplement que le politique a rationalisé justement l'opérationnalité des dépositaires de l'ordre public. Les renseignements généraux ont disparu alors qu'à l'époque de Mme Lucène Buitronc, par exemple, qui était anciennement membre du cabinet d'Yves Bertrand, patron DRG, elle avait constitué ce qu'on appelle des cellules de veille et c'était essentiel notamment dans les quartiers pour récolter du renseignement. Aujourd'hui, on a rationalisé les coûts de la fonction publique dite de police et de gendarmerie. On a départementalisé les enquêtes. Donc il y a eu, au fur et à mesure du temps, depuis 30 ans également, une perte de pouvoir de nos forces de l'ordre, du fait, encore une fois, d'une rationalité des coûts opérée par les ministres de l'Intérieur de tutelle. Là, ce qui va être intéressant, ce sondage, c'est juste avant les municipales. Vous voyez, il y a certaines municipalités, ça va poser question. Une couleur plutôt verte ou plutôt de gauche. Et on a vu notamment dossier sensible des caméras, l'armement des polices municipales, etc., etc. Et on a vu déjà quelques changements du côté de Bordeaux, entre autres. Mais c'est un vrai, je dirais, avertissement pour ces élus. C'est un vrai reflet de ce que ressentent les Français. Jusqu'à présent, l'espace municipal était censé être un espace protégé. La relation à l'élu municipal était une relation privilégiée, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Regardez déjà, cher Thierry, le nombre de maires qui jettent l'éponge, le nombre de maires qui sont agressés et qui ne se représenteront pas. C'est le premier point. Deuxièmement, l'espace municipal, donc l'espace public, est vécu comme un danger. Danger qui augmente en fonction de l'âge, y compris, on le voit, chez les jeunes de moins de 30 ans. C'est pas rien. Deuxième point, il y a aussi une incapacité d'un certain nombre de municipalités à répondre pour des raisons de moyens. Je ne parle pas de ceux qui, idéologiquement... Oui, parce qu'il y a les moyens et la volonté. Oui, ne veulent pas mettre les moyens et qui considèrent que lorsqu'il se passe quelque chose, il s'agit de balles perdues. Vous voyez à qui je fais référence. Donc, il y a aujourd'hui une incapacité pour des raisons budgétaires d'un certain nombre de maires à trouver des moyens de protection. Au-delà de la vidéoprotection, c'est d'ailleurs simplement de donner des moyens à la police municipale, que ce soit des véhicules, que ce soit de l'armée, que ce soit de la former, que ce soit de rajouter des personnels. Et le troisième point qui me semble extrêmement important, il est évoqué aussi dans ce sondage, c'est que l'activité économique vient en deuxième partie. C'est quand vous avez des villes où il n'y a plus d'activité économique, forcément, il y a de l'insécurité et place laissée aux narcotrafiquants. Je fais référence à l'enquête d'il y a 3 semaines du journal du dimanche qui disait que l'ensemble des villes étaient touchées par le narcotrafic, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites. Il y avait une cartographie qui était très impressionnante avec toutes ces villes moyennes touchées par le narcotrafic. Et vous avez raison. Amine Elbaï, votre regard. Bien évidemment que la sécurité, c'est le premier enjeu municipal. Sans surprise. Sans surprise. En rétablissant bien évidemment le couple préfet-maire sur la lutte contre la délinquance, sur la lutte contre les attroupements, sur la lutte contre les atteintes à l'ordre public. C'est le cas notamment du narcotrafic, mais pas seulement. À l'échelle municipale, vous avez également ce qu'on appelle une police dite de proximité à travers la police municipale qui connaît parfaitement ses habitants, à travers aussi la police du cadre de vie. Ça, c'est extrêmement important. La police du cadre de vie, c'est la police qui va verbaliser celles et ceux qui ne respectent pas l'environnement, l'ordre public, les dépôts sauvages de déchets au coin de la rue. C'est la police qui va venir rétablir l'ordre sur le sens de circulation du stationnement. Regardez par exemple comment la ville de Paris aujourd'hui est étouffée à travers cette circulation et ce stationnement qui est devenu archaïque. Et c'est le cas de tant d'autres communes dans ce pays. Tant d'autres communes où notamment des villes écologistes qui, au nom de la protection du climat, ont abaissé ou généralisé, on le voit dans certaines communes, la vitesse à 30 km/h, où les gens ne circulent plus, où les gens ne peuvent ni se balader à vélo, ni circuler en voiture. Et puis enfin, un dernier point, et ça, pour moi, c'est extrêmement important, c'est qu'il y a aussi la nécessité de former les élus, d'une part,
sur l'équipement en matière de vidéoprotection et non pas vidéosurveillance. J'insiste sur le mot vidéoprotection, sur le fait que la vidéosurveillance est devenue aujourd'hui un outil nécessaire d'appui pour les agents de la police municipale. Donc c'est aussi cette sécurité-là, une autre sécurité, pas celle où on se préoccupe au quotidien de la lutte contre la délinquance, dont il faut quand même le rappeler, cet objectif-là incombe essentiellement aux préfets. Les maires, eux, ils font comme ils peuvent. Ils font avec. Regardez, vous avez des maires qui doivent édicter des arrêtés municipaux, couvre-feu, des couvre-feux où on interdit aux mineurs de circuler après une certaine heure parce que les parents ne sont pas là, parce que l'État n'est pas là. Les maires, eux, ils font avec ce qu'ils peuvent. Ce sont les témoins du quotidien, les témoins de l'État de la France, les témoins de la déliquescence de la société française et de l'échec de l'autorité. Oui, mais il y a ceux, on l'a évoqué avec Bernard, également, les élus de gauche, et plutôt écologistes aussi, qui refusent l'armement de la police municipale, ces fameuses caméras auxquelles vous faites référence. Et évidemment, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et on verra d'ailleurs, ça serait intéressant de voir s'il y a un bascule ou pas et si le mouvement soufflé par le maire de Bordeaux sera suivi par d'autres élus. Je pense à Rennes où les policiers municipaux sont manifestés. Traite-t-on le sujet principal? Je suis d'accord avec Minel Bailly sur certains constats, mais les maires n'ont pas à assumer la fonction centrale de lutte contre la sécurité, c'est à l'État. Absolument. Donc là, il faut se poser les questions. Quels sont les leviers d'action dont dispose aujourd'hui le politique pour faire reculer l'insécurité? Il y en a. Premièrement, il y a la problématique des étrangers. Quel pays peut accepter aujourd'hui d'avoir plus de 50% d'étrangers qui sont impliqués sur l'insécurité de voie publique? Comment peut-on avoir encore 25% d'étrangers dans les prisons? Bon, la préfète, il y a eu une déclaration qui a été très forte de la préfète de Rhône-Alpes-Auvergne qui a osé dire 50% d'étrangers impliqués, dont d'ailleurs, parmi ces 50%, 60% elle était notre invitée dans Punchline en direct. De ressortissants algériens. Donc là, il y a un problème de fond. Deuxième sujet, l'organisation des forces de l'ordre et leur fonctionnement, des forces d'État, c'est-à-dire la gendarmerie, la police. Il faut revoir ce que dit la Cour des comptes qui demande que leur fonctionnement soit amélioré. Sachant que la sécurité de proximité, c'est la mission également de ces forces d'État. D'ailleurs, je souligne également comment la gendarmerie veut revenir. Elle les présente, mais elle veut renforcer son action dans ce domaine-là. Troisièmement, la simplification des procédures. Parce qu'on détourne les forces de sécurité que sont la gendarmerie et la police de leur présence sur le terrain. Parce que si vous saviez quelle est la charge procédurale aujourd'hui d'un militaire de la gendarmerie, d'un fonctionnaire de la police nationale, pour des procédures qui, à 80%, n'aboutissent pas, ou du moins se traduisent par, soi-disant, des réponses pénales qui n'en sont pas. Et là, je reviens également à ce que disait Mme Brugère, qui dit qu'il faut remettre également à plat le système pénal. Donc il y a des leviers d'action. Mais les polices, attention, les polices municipales, vous avez raison, elles sont en train de se surarmer, de se suréquiper, mais est-ce leur rôle d'aller sur ce créneau-là? Amine, rapidement, je rejoins totalement votre propos sur ce point. Il y a deux problèmes, en réalité, en matière de sécurité et d'ordre public à l'échelle municipale, Thierry. Le premier problème, c'est l'immigration. Et sur la question de l'immigration, les maires n'ont même plus leur mot à dire, puisque l'État leur met une amende en vertu de la loi SRU s'ils n'ont pas 20% de logements sociaux. C'est le préfet qui, à travers la loi DALLO, le droit au logement opposable, qui oblige les maires à accueillir telle population sans jamais le consulter, sans jamais lui demander son avis. Et puis, le deuxième sujet, c'est l'islamisme. Oui, il y a un vrai sujet en matière de lutte contre l'islamisme où, dans certains quartiers, et pour avoir été témoin, cher Thierry, dans certains quartiers, oui, c'est la loi de l'islam qui prime sur la loi de la République et les maires n'y peuvent strictement rien. Quand vous avez des librairies islamiques qui vendent des livres qui dénoncent la manière de vivre ensemble dans ce pays, en France, en République, et que l'État n'agit pas, que le maire, lui, n'a aucun pouvoir, si ce n'est de contrôler l'arsenal réglementaire, c'est-à-dire l'autorisation d'urbanisme, si les règles en matière de commerce sont respectées. Le maire, lui, n'a aucun pouvoir. L'État n'a donné aucun pouvoir au maire pour lutter contre l'islamisme. Aucun pouvoir. Et on dit aux maires, on oblige les maires dans les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, qu'on appelle les CLSPD, de communiquer avec le procureur de la République sur les profils dangereux.
Mais l'État ne suit pas derrière. La machine judiciaire ne suit pas derrière. La machine préfectorale ne suit plus derrière. Parce qu'il n'y a pas de loi dans ce pays, aucune loi contre l'islamisme. Aucune loi. Il y a une femme dans ce pays qui avait proposé, et je pense à juste titre, de lutter contre l'islamisme, de nommer le problème. Pas seulement le problème migratoire, mais le problème islamiste, c'était Madame Le Pen. Et je me souviens, en 2022, elle avait proposé un super projet, un projet que tout le monde a mis à la poubelle. Et je trouvais que là-dessus, c'était quand même assez audacieux et les partis de gouvernement devraient s'intéresser davantage à la question de l'islamisme. Alors, illustration de cette insécurité. Sia Barotte, vous êtes avec nous, vous nous racontez cette histoire dramatique. Ça s'est produit à Mulhouse. Hein. C'est une agression d'une femme âgée de 82 ans. Racontez-nous ce qui s'est produit très précisément. Oui, les faits, souvenez-vous, Thierry, se sont déroulés le 10 août dernier. La police a été appelée sur le parking de l'église Sainte-Marie à Mulhouse suite à une tentative de vol avec violence d'un sac à main au préjudice donc d'une dame qui est âgée de 82 ans. Un témoin a expliqué à la police qu'un individu monté sur un vélo s'était approché de la victime, l'avait d'abord heurté avec son vélo et avait tenté de lui arracher son sac à main. La victime avait résisté et avait été traînée sur environ 2 mètres. Il lui a été occasionné une fracture du bassin et elle présente, selon le parquet de Mulhouse, une incapacité temporaire totale de 45 jours. Autre élément qui est très important dans cette affaire, c'est que sur les lieux s'est présentée également une autre dame âgée de 78 ans qui, elle, révélait aux enquêteurs qu'elle avait été victime des mêmes faits par un individu aussi à vélo qui lui avait arraché son sac à main alors qu'elle se rendait à l'office religieux. Choquée, elle ne présentait pas de blessure physique, heureusement, cette dame. L'enquête de flagrance du chef de vol avec violence sur personne vulnérable est confiée au commissariat de Mulhouse. L'auteur en fuite est activement recherché et l'extrême gravité des faits a été dénoncée et pointée du doigt par le parquet de Mulhouse. Le parquet qui explique que les services de police mettent tous les moyens en œuvre pour retrouver cet individu et rétablir la vérité et que cette affaire soit traduite devant la justice. En tout cas, on voit que 2 femmes vulnérables et se rendant aussi à l'office religieux ont été victimes d'une atrocité. On peut parler même d'une barbarie puisqu'il y a eu quelques photos de cette dame qui a été 82 ans, hein. diffusée sur les réseaux sociaux et on voit quand même l'atrocité de cet acte de la part de cet individu qui circulait à vélo. Alors Christophe Rouillet, secrétaire régional Alliance Police, nous donne justement des nouvelles de l'état de santé de cette personne âgée de 82 ans, faut-il le rappeler. Nos collègues sont arrivés sur place, hein, bien entendu, avec les pompiers. Elle était transportée à l'hôpital, elle était gravement blessée puisqu'elle a heurté avec sa tête le béton au sol, le trottoir. Donc elle présente une ITT importante de plus de 40 jours. Et cette personne, heureusement, va bien malgré les faits. Voilà, la sécurité au quotidien, Bernard, c'est l'exemple. Ce que nous évoquions préalablement. Malheureusement, ce type d'événement, là, aujourd'hui, on le met en lumière, mais c'est relativement quotidien. L'arrachage de colliers sur la voie publique avec des femmes qui gardent des séquelles au niveau du cou, dans le métro, dans les transports, dans certains commerces, le soir, que ce soit à scooter, que ce soit en bande organisée, surtout des petits groupes de mineurs de moins de 18 ans et même 15 ans, c'est une réalité et on comprend donc la difficulté d'un certain nombre de maires de pouvoir, et donc y compris de l'autorité de police, de pouvoir répondre à ce type de délinquance qui se multiplie et qui se cache et bien entendu qui vise les personnes les plus fragiles parce que ça s'adresse effectivement aux personnes les plus fragiles. Sabrina, c'est l'exemple parfait de l'illustration des attentes des Français. Les Français en ont assez, ils ont besoin d'actes, de mesures, parce que le climat est insupportable. En effet, et malheureusement, ce drame ne vient que compléter la fresque sociologique de la barbarie qui s'installe dans notre société depuis 40 ans, mais pour des raisons, encore une fois, judiciaires. C'est-à-dire que les lois ne protègent plus nos individus. Et il y a même des droits préférentiels accordés aux étrangers, finalement, plutôt qu'aux Français. Mulhouse a fait, encore une fois, été le théâtre d'un attentat il y a quelque temps
par un OQTF algérien qui a donc tué un jeune homme d'origine portugaise. C'est une ville qui est connue parmi les 79% des territoires qu'a énoncé la Cour des comptes. Oui, malheureusement, c'est un drame de plus. On se souvient d'Axel Dorier qui avait été traîné au sol également. On se souvient qu'Enzo a été poignardé par un coup de couteau. Elias tué à la machette. Lola violée par une OQTF. La liste est longue. Thomas... tué dans un bal à Crépol, une vieille dame à Cannes également qui avait été frappée de 2 coups de pied dans le dos lâchement par 2 individus qui avaient d'ailleurs suscité une colère à juste titre de David Lister qui avait beaucoup médiatisé l'affaire. Oui. Donc nous sommes aujourd'hui entrés dans un monde, dans une dissociété si vous voulez, entre 2 France. Une France enracinée, une France détériorisée, une France... j'ai dit civilisée au début. Oui, civilisée. Voilà. Une France respectueuse de son identité, une France qui l'insulte en permanence. Oui. Voilà, nous sommes pris en étau entre une France barbare, une France honnête. Et pour cela, malheureusement, le régalien aujourd'hui est très affaibli. Il se délite dans notre pays et nous arrivons à des actes comme ça parce que la violence n'est jamais gratuite. Elle est toujours proactive, elle est toujours par préméditation. Elle s'opère toujours dans un but bien précis. Et malheureusement, on attendra encore une fois le délibéré et voir la condamnation de cette personne. S'il est retrouvé. S'il est retrouvé déjà, d'une part, et d'autre part, on verra la condamnation. Célia Barotte. Alors, sur la réponse judiciaire, on a quand même Gérald Darmanin qui veut insuffler une politique pénale qui est assez ferme, notamment envers les actes de violence à l'encontre des femmes et des enfants, donc notamment des personnes aussi les plus vulnérables. Il faut donner aux gardes des Sceaux les moyens d'appliquer cette politique pénale et donc avec cette réforme de la justice pénale, on va voir avec ce nouveau projet de loi si les attentes des Français vont être appliquées. En tout cas, on a quand même un garde des Sceaux qui enfin prend la mesure des choses et on se demande comment ça se fait que ces mesures n'ont pas été prises avant, puisque là on est sur des mesures logiques et qui sont évidentes de punir ceux qui s'en prennent à nos forces de l'ordre, mais aussi aux femmes et aux enfants. Général, on verra ce que ça donnera également dans les urnes aussi. Hein. Oui, on verra ce qui va se passer dans les urnes, évidemment, parce que aujourd'hui, ce thème de l'insécurité est devenu central, essentiel. Je dis, comme je disais tout à l'heure, on appelle ça le vivre ensemble. Une société doit être régulée. Mais pour revenir, si vous voulez, au levier d'action, prenons l'exemple des mesures qui vont être mises en place par un gouvernement travailliste en Grande-Bretagne. Donc, ne serait-ce que l'expulsion, il ne s'agit pas d'être dans l'amalgame, il s'agit d'être logique. Déjà, expulsion immédiate de tous les étrangers condamnés, vous avez déjà des places dans les prisons qui sont libérées pour pouvoir apporter une meilleure réponse pénale.